Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2019 et nous allons maintenant parler de rénovation énergétique et bas carbone. Mais surtout, on va se poser la question de l'équilibre, du bon équilibre entre le traitement de l'enveloppe et des équipements techniques. Avec moi pour en parler, trois spécialistes, on va dire. Un architecte, Laurent Rimbaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte donc de l'agence Sollicité. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, donc c'est une agence composée de quelques architectes et de techniciens qui travaillent essentiellement sur la rénovation du bâti et des grands ensembles depuis quelques années, depuis même une vingtaine d'années. Donc maintenant une plutôt grosse expérience dans le domaine de la rénovation. De la rénovation, et plutôt dans l'ouest de la France. Et dans l'ouest de la France, en effet. À côté de vous, monsieur Charles Arquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, responsable rénovation chez Pouget Consultant, et vous êtes aussi un associé de Pouget Consultant. Pouget Consultant? Pouget Consultant, c'est un bureau d'études, énergie-environnement. On est présent à Paris, Nantes et Rennes. On est une cinquantaine de personnes. On a travaillé sur les sujets de construction neuve, mais aussi de rénovation énergétique. Et en rénovation énergétique, on accompagne copropriétés, bailleurs sociaux ou foncières sur les sujets de rénovation BBC, rénovation bas carbone et sujets prospectifs aussi, horizon 2050. Et à côté de vous, donc, un autre bureau d'études également, architecte et ingénieur. Vous êtes monsieur Philippe Allouin, bonjour. Bonjour. Et vous, vous êtes le fondateur de Rhizome. Tout à fait. Question pour Rhizome. Rhizome a été créé il y a une dizaine d'années. C'est un réseau d'ingénierie pour l'architecture et le développement durable, très tôt happé par la problématique de rénovation énergétique, rénovation patrimoniale, et très investi depuis plusieurs années dans le domaine des grandes copropriétés, où nous réalisons essentiellement des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qui consiste à accompagner les copropriétaires depuis le début de l'opération jusqu'à l'achèvement des travaux. Alors, on va commencer avec vous, monsieur Rimbaud. Je voudrais que vous nous plantiez le décor. Ouais. À la fois sur l'historique et les enjeux. Donc en effet, la rénovation a démarré par une demande des bailleurs sociaux, notamment des propriétaires de bâtiments plutôt importants. Et l'axe qui a été engagé à cette époque-là, il y a une petite vingtaine d'années, ça a été de travailler sur les systèmes, sur les équipements, parce que c'était la solution un petit peu efficace, facile, entre guillemets facile. Hein. Bon, et on en a vite vu les limites, bon, parce que techniquement, en effet, on peut améliorer les équipements, les systèmes, mais on s'est vite rendu compte que ça allait bloquer sur notamment l'échelle des valeurs, l'échelle des réductions qu'on pouvait atteindre. Sans travailler sur l'enveloppe, on n'atteignait pas le facteur 4 qui était recherché. Les spécialistes en énergie et en problématique climat évoquaient qu'il fallait atteindre, tu en parleras sans doute, ce facteur 4 de réduction. Donc il y a quelques années, il y a eu une réflexion un peu plus aboutie en disant il va falloir établir des audits un peu plus globaux, en fait, un peu plus fins, mais aussi un peu plus globaux, c'est-à-dire à la fois travailler sur l'énergie et sur le bâti, comment rénover un bâti, y compris avec son enveloppe, pour atteindre un objectif nécessaire pour éviter la catastrophe annoncée. Voilà. Donc ça, c'est l'historique. Hein. D'abord, on s'intéresse plutôt aux équipements techniques et ensuite, on va un peu plus loin. Vous êtes d'accord sur le diagnostic? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Alors moi je suis d'accord et je complète en même temps en disant que approchez un petit peu votre micro. Heureux du coup de voir que fort de l'indicateur énergie, on parle maintenant de carbone, c'est un sujet qui est grandissant même en rénovation. C'est un sujet qu'on risque de voir dans la future réglementation et c'est vrai que on parlait beaucoup d'équipements et ensuite d'enveloppe. On parle aussi de plus en plus de carbone et ça envoie des thématiques importantes quand même quand on regarde que on peut quasiment, enfin on va parler tout à l'heure de l'équilibre entre bâti et équipement, mais avant de se poser la question de l'équilibre, il y a la question de la cible qu'on cherche à viser et c'est vrai que cette cible pour nous elle est importante. Elle est importante à regarder et à regarder un peu à un horizon de temps assez lointain pour pouvoir aussi bien se poser la question de comment arriver à cet objectif. Et poser cet objectif en énergie, il est à peu près
tout le monde est à peu près d'accord pour convenir que l'objectif à 2050 sera du niveau BBC, ce qui posera la question de quelle intervention sur la VOP, quelle intervention sur les équipements, sachant que pour arriver au niveau BBC en moyenne sur le parc, il faudra faire des interventions un peu sur les deux, mais aussi la question du carbone et de comment rénover bas carbone. Et ça, c'est des sujets qui montent. Voilà, ça c'est le sujet dont on ne parlait pas il y a du tout il y a 20 ans et même il y a 2 ans. Hein. Et qui renvoie la question du matériau. Il y a 2 ans sur Batimat, je peux vous assurer que ce n'était pas le sujet principal, alors que ça l'est aujourd'hui. Enfin, ça l'est aujourd'hui. On en parle beaucoup plus. Ça fait plus de 10 ans qu'on en parle, certains spécialistes en parlent depuis 10 ans. Tout à fait, oui. Mais je parlais pour un plus large public. Sur le diagnostic, sur les enjeux. Oui, alors en copropriété, le problème est un peu différent car contrairement aux bailleurs ou aux foncières, ce n'est pas le propriétaire qui décide, mais le copropriétaire, et ils décident ensemble, suivant un processus qui est très compliqué et dans lequel tous les enjeux sont mêlés, aussi bien ceux de l'enveloppe que des systèmes. Donc on peut difficilement faire abstraction j'allais dire du rapport entre les actions sur les systèmes proprement dit et ceux sur l'enveloppe. D'autant que sur le plan financier, le fameux reste à charge, on va dire, est beaucoup plus compliqué à calculer que le coût par intervention. Donc finalement, le copropriétaire va toujours regarder ce qui lui reste à payer compte tenu de toutes les aides qu'il aura pu avoir. Et donc ça fait effectivement une particularité qui conduit à la décision de faire ou de ne pas faire. C'est ça la difficulté, hein, le reste à charge. Vous vouliez ajouter quelque chose? Bien sûr, il y a cette évidence de motiver les propriétaires à aller vers, mais on sait bien que ce n'est pas que le facteur énergie qui va les intéresser, c'est la valorisation de leur copropriété, c'est leur montrer que la valorisation financière va être réelle après rénovation. Et on s'aperçoit que c'est des facteurs, plus que l'énergie aujourd'hui, qui n'est pas encore une inquiétude absolue. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais il y a une vraie capacité à motiver les gens par d'autres vecteurs que celle de dire qu'ils vont faire de la réduction. Voilà, il n'y a pas juste il faut faire, on va améliorer son patrimoine, on va améliorer son confort. Et éventuellement l'image du bâtiment, parce que souvent ça passe par une requalification architecturale. La valorisation financière, elle a été calculée par les notaires et elle est réelle, hein, elle est de l'ordre de entre 7 et 14% du bien. Et c'est là, peut-être pour compléter par l'exemple, qu'on a réalisé une copropriété à Lançon dans le Paris 13e, où on a pu profiter de l'isolation par l'extérieur pour venir créer des balcons et donc créer des surfaces extérieures et donc profiter de ces rénovations qui se veut BBC et donc performantes énergétiquement, pour aller aussi vers la valorisation patrimoniale et la création de surfaces. Voilà, on peut aller beaucoup plus loin que Mais c'est pas l'objet du c'est pas l'objet, mais bon, ça fait partie. En fait, de toute façon, c'est global. C'est global. Mais on va arriver à l'objet juste sur. Oui, les facteurs. Bien entendu, les facteurs sont multiples. Et c'est ça qui en fait des opérations très complexes. Et en même temps, la valorisation financière, là, tu parlais à l'instant de la valeur verte. Ça, la valeur verte, c'est ce qui reste à la fin. Mais les économies d'énergie comptent quand même malgré tout, car c'est tout simplement un moteur de financement. Et un moteur de financement qui peut être très important quand, comme on le fait dans la plupart de nos opérations, on diminue la charge énergétique de 50 voire 60%, ça constitue sur une quinzaine d'années un potentiel de financement qui est très important. Donc il ne faut pas le négliger, tout en sachant que bien entendu ce n'est pas le seul facteur de décision. Il y a même des facteurs qui sont tout à fait irrationnels en copropriété, il faut aussi en tenir compte, hein, parce qu'on est dans la démocratie directe, donc c'est ce qui fait que c'est difficile. Mais la technique nous aide beaucoup, comme on peut le voir dans différents exemples, la technique nous aide beaucoup. Alors, avant d'en venir aux exemples des uns et des autres, je voudrais que notre émission, nous l'avons appelée le bon équilibre, trouver le bon équilibre. D'une manière générale, le bon équilibre dans une rénovation énergétique, qu'est-ce que c'est? Qui se lance? Voilà, je peux éventuellement vous donner mon point de vue là-dessus. Donc l'équilibre, c'est le respect des compétences, parce qu'en fait, c'est une équipe qui va démarrer le travail d'analyse et il faut que tous les acteurs soient conscients que, avant toute chose, l'objectif c'est de réduire les consommations d'énergie et le facteur premier du point de vue aujourd'hui de tous les spécialistes, c'est de commencer par l'enveloppe, d'avoir une analyse fine de l'enveloppe et puis la technique elle est utile, mais il ne faut pas qu'elle soit prioritaire parce qu'elle génère des coûts de fonctionnement
elle génère des coûts d'investissement qui sont à renouveler tous les 15-20 ans. Donc ça, c'est aussi par rapport au bas carbone, c'est un facteur pas on va dire, prioritaire, ou tout au moins qui va poser problème. Donc si on rénove correctement une enveloppe, l'enveloppe, elle va être là pour 30, voire si possible 50 ans. Donc où là, l'échelle de l'analyse bas carbone est tout à fait possible, parce qu'on sait bien qu'il faut que le bâtiment dur soit pérenne pour que cette analyse bas carbone soit efficiente. Vous êtes d'accord sur ce qui vient d'être dit, ou vous voulez ajouter quelque chose? Oui. En copropriété, on peut dire que les actions sont réellement indissociables. Je veux dire, c'est pas raisonnable de dissocier des interventions sur l'enveloppe et des interventions sur les systèmes, pour une raison simple. C'est qu'une copropriété qui aura, par exemple, remis à niveau son système de chauffage, sans rien faire d'autre, aura fait 25 ou 30% d'économie, mais elle n'en aura pas eu de bénéfices supplémentaires. Et il se passera bien des années avant que les copropriétaires se décident à réinvestir dans l'enveloppe. Inversement, une copropriété qui fait son ravalement, plus ou moins bien, et ne se préoccupe pas de ces systèmes, aura toutes les peines du monde de retrouver, après cet investissement coûteux, une nouvelle opération sur les systèmes. Donc réellement, les deux approches sont indissociables. Il faut même les traiter en même temps dans l'intérêt du copropriétaire, essentiellement au regard des avantages financiers, notamment des subventions, des prêts, etc., qu'il ne pourra avoir qu'une fois, et qu'une fois pour un ensemble d'actions qui aura été décidé à un moment. D'accord. Et c'est là pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, que l'équilibre est quand même instable, et je crois qu'il faut essayer de pousser quand même au fur et à mesure vers les sujets d'enveloppe, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le terrain, beaucoup de travaux sont sur les équipements techniques. Je vais vous demander d'approcher à peine le micro. Beaucoup de travaux se font sur les équipements techniques et trop peu sur l'enveloppe. Et je pense que pour rétablir un équilibre à peu près sain, il faudrait qu'on ait un peu plus d'incitation auprès de l'enveloppe pour aider les copropriétaires à se projeter et faire des travaux d'enveloppe et globaux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La majorité des travaux sont menés sur les équipements. Aujourd'hui, on manque un peu d'argent, on manque un peu de signes pour aller rénover l'enveloppe. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a deux opportunités. La première, c'est qu'une grande partie du patrimoine des immeubles collectifs en copropriété date des années 50 et 60 et est énergivore. Est énergivore par son enveloppe. Donc c'est la première opportunité, parce que ces enveloppes-là viennent en bout de course, sont généralement dégradées, et l'opportunité du fameux ravalement, incontournable, quoi qu'on fasse, c'est le déclencheur d'une opération de rénovation énergétique. Souvent. Et puis, la deuxième raison pour laquelle ce n'est pas tout à fait vrai, c'est que sur le plan juridique, l'État, qui parfois a un métro de retard et en ce moment a une politique technique qui n'est pas finalement très favorable aux rénovations énergétiques, a quand même fait évoluer la réglementation sur le ravalement et imposé un minimum d'objectifs énergétiques en cas de ravalement. Donc, ces éléments font qu'on avance et que ça ouvre la possibilité d'opérations réellement intéressantes. Alors, très rapidement, dites-moi. Je partage juste ce constat sur les grandes copropriétés, peut-être un peu moins sur les petites copropriétés, où il y a quand même des vraies difficultés à mobiliser les gens sur les questions d'enveloppe et d'isolation, notamment par l'extérieur, des cours et des courettes. Et quand finalement, dans le cycle des équipements, on a des sujets de vétusté et de panne qui reviennent au fil du temps, et du coup qui nécessitent un peu moins d'incitation et de mobilisation côté financier. Voilà. Alors, une dernière chose sur ce sujet, puis après on part sur les exemples. On peut revenir sur l'historique où, en effet, je disais au tout début de l'émission que les donneurs d'ordre étaient plus orientés, en effet, vers la résolution de ces dysfonctionnements, donc vers les systèmes, que vers l'enveloppe. Et encore, je trouve qu'il y a cette historique, cette queue de comète, entre guillemets, de ces habitudes qui reste encore un peu. Et il faut vraiment motiver, il faut vraiment que, alors là c'est vrai que c'est souvent l'archi qui s'y colle, démontrer qu'en plus on va valoriser. L'enveloppe, c'est aussi une capacité à valoriser. Capacité à valoriser le bien. Monsieur Allouin, allons-y sur les exemples. Vous nous en avez apporté 3. Je vais vous demander de nous dire en quoi à chaque fois on a eu
on a un bon équilibre. Donc la première opération, c'est une opération à Paris, Coach CoPro, qui a eu un prix, un Coach CoPro. Oui, tout à fait. Enfin, plus exactement à Boulogne-Billancourt. C'est une opération qui a eu le trophée Coach CoPro de l'Agence parisienne du climat, qui portait sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et très mobilisé sur les actions de rénovation des copropriétés en région parisienne. Voilà. Et donc cette opération est assez significative de l'indissociabilité du traitement de l'enveloppe et des systèmes. C'est un immeuble énergivore qui nécessitait donc des interventions importantes, mais également très victime du confort d'été. Donc le projet a consisté à non seulement isoler cette enveloppe de manière résolument contemporaine et d'y additionner un système d'occultation et de protection solaire par des stores motorisés qui couvrent l'ensemble de la façade et donc qui en fait se comportent comme une deuxième façade. C'est réellement bioclimatique. Alors, pour le copropriétaire, le résultat est indissociable, car le travail d'isolation sur l'enveloppe ne fait pas que apporter des économies d'énergie, il apporte aussi un confort très important au niveau du confort d'été, mais également une nouvelle image qui était la demande des copropriétaires. À son immeuble. Voilà. Deuxième opération, c'est une opération qui a eu aussi un prix. C'est un prix des Green Solution Awards, oui. C'est ça, de Construction 21 qui est notre partenaire. Donc allez-y aussi sur cette opération. Alors cette fois-ci, c'est une opération à Paris, dans le 15e arrondissement, où cette fois-ci, il fallait refaire la couverture de l'immeuble. Non seulement son étanchéité, mais l'ensemble de la couverture qui était totalement vétuste. Et donc l'opportunité a été de mettre en place une production photovoltaïque. Alors j'insiste sur le fait que c'est le premier immeuble à Paris qui s'est doté d'une réelle production photovoltaïque. C'est pas très simple à faire. C'est autoconsommation ou vendu c'est en autoconsommation ou vendu sur le réseau? Alors, c'est les deux à la fois, c'est-à-dire que c'est vendu sur le réseau dans un premier temps pour des raisons d'opportunité financière, mais c'est conçu pour fonctionner en autoconsommation. La production couvre l'ensemble des besoins électriques des parties communes, y compris du parking. Donc c'est assez signifiant. Donc là, on profite de la rénovation de la toiture pour y ajouter une cohérence et un ajout en termes d'équipement technique. C'est ça. Et l'objectif atteint, c'est un objectif ambitieux, puisque c'est également la première copropriété à Paris qui atteint le seuil de 80 kWh, donc plan climat ville de Paris. Et donc tout ceci est indissociable. C'est-à-dire que si les copropriétaires à un moment donné se sont prononcés pour engager ce projet-là et ce programme-là, c'est parce qu'il y avait tout ça à la fois. Dernier exemple, et on va faire un petit peu plus vite sur un autre bâtiment, donc où là on a des solutions assez, on va dire, innovantes. Oui, c'est 250 logements à la porte de Saint-Cloud qui remettent en fonctionnement un système très innovant pour l'époque, c'est un immeuble des années 30, c'est-à-dire une pompe à chaleur sur nappe phréatique. Et cette pompe à chaleur n'était possible de remettre en place qu'à condition de faire des travaux sur l'enveloppe pour abaisser les consommations. Donc là, on est dans la cohérence. À un moment donné, il faut être cohérent. Oui, mais avec une très grande difficulté architecturale, c'est que ces façades des années 30 n'auraient pas pu s'accommoder d'une isolation thermique par l'extérieur classique avec des laines de roche et des épaisseurs. Donc cette fois-ci, nos ingénieurs sont allés chercher des systèmes très innovants d'enduits à base d'aérogel qui nous viennent de Suisse et d'Autriche et qui permettent d'avoir des performances techniques très importantes avec des fines épaisseurs. Donc là encore, on a requalifié l'image du bâtiment de manière indissociable des systèmes qui sont mis en place. Merci. On va aller voir chez Pouget Consultant. Vous nous parlez également d'un bâtiment et d'une copropriété. Exactement, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure avec la création de balcons. C'est une copropriété qui nous a appelé pour un besoin de ravalement et une chaudière vétuste et qu'on a pu amener à un programme de rénovation BBC global en allant aussi jusqu'à traiter la question du besoin en chauffage et la question des consos de chauffage à travers la mise en place de CS solaires qui complètent la chaufferie gaz. Donc ça, c'est une opération plutôt emblématique où on s'est vraiment servi aussi de l'opportunité à la création de balcons pour valoriser vraiment cette rénovation, pas que d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue patrimonial. Et peut-être aussi évoquer toute notre implication sur les petites copros, notamment en bâti ancien, où on est beaucoup amené à travailler des solutions d'isolation bâti ancien qui respectent un certain nombre de questions autour de l'hygrométrie, de la perspirance, de ces sujets qui sont très importants, qui appellent des matériaux aussi bas carbone et pour lesquels il existe des vrais traitements de façade qu'on n'a pas toujours l'habitude d'aller chercher, mais qui sont très importants si on veut
réduire les consommations énergétiques de ce parc bâti ancien petite copro qui représente 70 à 80% du parc en copro, donc qui est quand même relativement imposant. Qui est important, imposant, et allons chercher aussi des matériaux entre guillemets bas carbone. Exactement. Dernière opération, c'est à Nantes. C'est à Nantes. Alors allons à Nantes. C'est à Nantes, donc là aussi, alors la première, c'est celle qui a été diffusée par NovaBuild. C'est un cluster qui fait la promotion de ces bâtiments et de ces solutions innovantes pour aller vers le bas carbone et vers la basse consommation d'énergie. Donc l'idée, elle a été aussi multiple. On avait des problématiques de balcon, là aussi, de vétusté de balcon importante. Il a fallu donc associer à la rénovation thermique ces solutions de pérennité de l'ouvrage pour les 30, au minimum les 30 prochaines années. Donc là encore, on a un résultat qui tend vers une très basse consommation. On est sensiblement inférieur aux 80 kWh qui est revendiqué comme étant le seuil minimum pour être considéré comme très vertueux. Donc l'audit proposait un seuil à 118 kWh et l'équipe d'architectes et d'ingénieurs ont su mettre en place, grâce à un travail assez fin sur l'enveloppe, là encore, de descendre ce seuil à 77 kWh. Sur les équipements techniques, là, on a quel type de... Alors, là, on est comment sur se un fait réseau de chaleur. l'équilibre On est sur un réseau de chaleur. Voilà, on est sur un réseau de chaleur. Enfin, tout au moins, la copro est passée en réseau de chaleur. Donc, ça résolvait grandement la problématique de la rénovation de la chaudière, fatalement, puisque là, l'opportunité était réelle de passer un cap vers un réseau de chaleur. Et puis, on a aussi un domaine qui est peu évoqué, mais qui est très important, c'est la qualité de l'air. Et donc, systématiquement, associé à la rénovation des équipements, on va bien sûr également rénover toute la ventilation. Utiliser les conduits qu'on appelle shunts, hein, on va éviter de parler trop technique, mais on va utiliser un système hybride d'aspiration quand il y en a besoin pour rendre permanent une ventilation. Alors c'est l'architecte qui parle, c'est pas l'ingénieur, mais vous allez... C'est l'architecte qui s'intéresse aux équipements techniques. Et oui, il faut absolument, comme on le disait, les équipes, qu'ils soient ingénieurs ou architectes, doivent s'intéresser à ce que fait l'autre, obligatoirement. Voilà. Alors, vous avez bien compris, on n'a pas le temps de faire tout le tour et c'est un vaste sujet. Pour en savoir un peu plus, vous nous avez amené un ouvrage qui s'appelle Bâtiment collectif durable, rénover maintenant et autrement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement ? Un ouvrage qui vise à motiver copropriétaires et maîtres d'ouvrage à engager des travaux de rénovation. On a un beau défi devant nous, beaucoup d'activités autour de ce sujet et on pense que les dynamiques sont là et nécessitent encore d'être poussées. Donc cet ouvrage traite de l'énergie, du carbone et des rénovations performantes. Voilà, avec des retours d'expérience. C'est ça, exactement. Bon, on pourrait y passer la journée, donc je suis désolé, mais je suis obligé d'interrompre. 80% quand même de nos actions sur le bâti, c'est sur le bâti existant. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, hein. Il n'y a pas que la RE 2020. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau de Bâti Journal TV. C'est donc une émission à retrouver sur notre site internet ainsi que toutes les émissions que nous réalisons ici à Batimat 2019. Merci à vous d'être venus jusque-là.